ordinateur. Ouais, j'ai cliqué sur l'enregistrement, on va voir, ça devrait marcher. Ok, bon, bah alors c'est toi qui prends la main pour ça. J'espère que ça se voit. D'accord. Lancer l'enregistrement. Bon, alors donc, là aujourd'hui, la dernière fois, on a parlé des exoplanètes, leur mode de détection, et puis on a fait un peu le bilan de ce qu'on connaissait à ce jour. Donc maintenant, on fait un pas plus loin, un pas en avance, et on va essayer de s'intéresser à l'atmosphère de ces planètes, savoir ce qu'on connaît de leurs atmosphères, ce qu'on a pu déjà trouver, et puis voir aussi quelle association on peut faire avec cette atmosphère et la typologie des planètes. La présence de vie est-elle vraisemblable ou pourra-t-on la trouver un jour? Voilà, donc la dernière fois, on a vu qu'il y avait des milliers de planètes qui avaient déjà été trouvées, plus de 4400 environ. Beaucoup sont des systèmes multiples. On peut s'attendre même à ce que pratiquement toutes soient des systèmes multiples. Hein, c'est parce qu'on ne les a pas encore toutes vues. Pour beaucoup d'entre elles, on a déjà déterminé la masse, le rayon, leur densité, leur principale propriété orbitale. Et puis les méthodes, on a vu, qui étaient utilisées principalement pour ça, c'est les méthodes de la vitesse radiale, qu'on appelle aussi vélocimétrique, hein, avec le spectre de l'étoile qui se rapproche ou qui s'éloigne de nous. La méthode des transits, où quand la planète passe devant son étoile, et puis l'imagerie directe, là, c'est évidemment prendre une image, une photo quasiment de la planète à un moment de son transit, enfin un moment où elle passe à côté de son étoile. Et tout ça nous a donné des indications globales sur la physique de ces planètes. J'entends par là, aujourd'hui c'est encore relativement basique, mais déjà on essaie de savoir si c'est une géante gazeuse qui ressemble à Jupiter, ou si c'est une super-Terre, donc une planète tellurique ou rocheuse, mais plus grosse que la Terre, ou des planètes telluriques type terrestre, voire un peu plus petites. Donc aujourd'hui, ça, on sait le faire sur un certain nombre de planètes, à condition évidemment qu'elles se présentent dans des conditions adéquates, en distance ou par rapport au plan de visée pour qu'on puisse les caractériser. Donc, ça a donné la voie ouverte à la recherche des planètes telluriques, mais celles essentiellement possédant une atmosphère. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'imagine pas beaucoup la vie pouvant s'établir sur une planète qui n'aurait pas d'atmosphère. Le tout, c'est d'identifier et de caractériser cette atmosphère. Alors, si on peut identifier des candidates, c'est ce que cherchent à faire les astronomes aujourd'hui, quelles sont les planètes qui ont le plus de chances d'avoir une atmosphère, et en fonction de leurs paramètres, quelle est leur capacité à retenir du gaz. Ensuite, on va se dire quel gaz, évidemment. Pour ça, il y a des moyens au sol et dans l'espace qui sont de plus en plus performants et qui sont d'ailleurs combinés souvent. C'est grâce à la combinaison des moyens au sol et à l'espace qu'on arrive à caractériser un certain nombre de paramètres de ces planètes. Et puis, on dispose aujourd'hui, grâce à l'informatique et à de puissants ordinateurs, de modèles climatiques. Alors, il y a des modèles climatiques qui ont été faits pour notre planète Terre, qui marchent bien, et on extrapole maintenant ce type de modèle climatique pour les exoplanètes. Donc, dès lors qu'on connaît un certain nombre de paramètres, eh bien, ça permet de voir comment peut se présenter l'atmosphère, sa circulation, etc. Et puis, on essaye évidemment de simuler les conditions d'habitabilité en fonction de beaucoup de paramètres. Évidemment, ils sont nombreux, mais enfin, taille de l'étoile, taille de la planète, distance entre les deux, essayer de caractériser le sol, etc., et pour voir si la présence d'une atmosphère est vraisemblable. Alors, maintenant, on va se dire quelle est la structure, partant de ça, et la composition de l'atmosphère de la planète. Alors, pour caractériser l'atmosphère d'une planète, il y a pas mal de paramètres, évidemment. Certains sont accessibles, d'autres un peu plus difficilement, mais au moins déjà peut-être l'épaisseur, on va voir, la composition chimique de cette atmosphère, la pression, la température, voire même le gradient de température, hein, en allant du haut au bas ou bas en haut, la circulation atmosphérique, est-ce qu'on détecte des mouvements dans la circulation de l'atmosphère? Et puis, on s'intéressera aussi de savoir si la planète, par rapport à son étoile, est synchrone. C'est-à-dire que c'est important parce que est-ce qu'elle présente toujours la même face à l'étoile ou pas? Et évidemment, ça va avoir une influence sur beaucoup de paramètres, notamment la température. Une face sera toujours éclairée, l'autre pas. Et l'atmosphère, évidemment, d'un côté, il va être très chaud, de l'autre côté, il va être très froid. Donc, le modèle de circulation atmosphérique va être aussi intéressant dans ce cas de figure. Alors, évidemment, on sait que la présence de l'atmosphère est déterminante pour une émergence possible de la vie.
Alors, évidemment, dans notre système solaire, j'ai mis ici les 4 planètes rocheuses. Au-delà, on a des planètes gazeuses, mais la vie, on sait qu'elle est apparue sur l'une d'entre elles, la Terre. Et on sait que cette planète, elle a une particularité, déjà, c'est qu'elle a une atmosphère, elle est surretenue en atmosphère, avec une certaine composition, on va le voir après. Et les 3 autres planètes sont très différenciées. L'une a une atmosphère, mais on n'a presque plus, elle est très ténue. L'autre a une atmosphère très importante, mais elle est tellement proche du Soleil et la densité de cette atmosphère est telle qu'on a un effet de serre important. Donc, on ne s'attend pas à trouver la vie sur ce genre de planète. Donc, vous voyez que déjà, arriver à caractériser tout ça, ça peut déjà dégrossir le problème. Là, j'ai mis en bas un système qui est déjà très étudié parce qu'il est relativement accessible. C'est le système TRAPPIST 1, pour lequel il y a 3 planètes. En tout, il y a 7 planètes, mais il y en a 3 qui sont en zone dite habitable. Et là, ça va être intéressant comme cible pour voir si certaines d'entre elles ont une atmosphère et essayer de le caractériser, bien entendu. Et là, on est dans un système qui ne ressemble pas du tout au système solaire, parce qu'on est sur une étoile type naine rouge, donc froide. Les planètes sont plus proches, mais du coup, la température peut être adéquate pour qu'il y ait une atmosphère qui soit retenue. Donc, l'atmosphère, c'est intéressant. Pourquoi? Ça apporte une protection aux organismes qui auraient pu se développer. Ça apporte éventuellement une homogénéisation de l'atmosphère autour de la planète. Ça définit une température, effet de serre ou pas effet de serre, etc., selon la composition. Et selon la température que l'on pourra calculer, on va en déduire, on pourra se dire, tiens, il y a peut-être des chances pour que sur cette planète, l'eau, elle soit sous forme liquide. Donc ça va être un élément déterminant, évidemment. Et puis, les vents, s'il y a de l'atmosphère, une circulation, il peut y avoir des vents qui peuvent disséminer un certain nombre d'éléments d'un point à l'autre de la planète. Puis, bien sûr, la pression atmosphérique. On sait qu'entre la Terre et Mars, par exemple, les différences, c'est du simple au triple sur ces planètes. Donc, ça va être un élément, évidemment, à mesurer aussi. Alors, quand on parle d'atmosphère, on le sait par rapport à la Terre, bien entendu, mais il y a 2 éléments qui sont extrêmement importants. C'est la présence d'ozone, qui n'a pas toujours existé, on le verra tout à l'heure, mais qui est un élément qui fait barrière aux certains rayonnements ultraviolets, et également le champ magnétique qui a l'avantage de dévier le vent solaire, donc les particules très énergétiques que le Soleil nous envoie. Donc pour ça, la Terre, elle a cette particularité que n'ont pas toutes les planètes, c'est d'avoir un noyau solide, mais autour un noyau à plasma liquide qui tourne, et donc ça fait un effet de magnéto et ça engendre un champ magnétique que l'on voit ici sur l'image sous forme d'une première barrière de protection qui est la ceinture une deuxième, on peut dire la ceinture de Van Allen, et puis la magnétosphère qui fait face au Soleil et qui nous protège. Donc, sur une planète, le fait d'avoir un champ magnétique va être quand même quelque chose d'extrêmement intéressant à caractériser. Et pour savoir si un champ magnétique, peut-être qu'on pourra, avec la spectropolarimétrie, voir comment sont déviées les particules et avoir des indices. Mais si on peut caractériser l'intérieur de la planète, en connaissant sa masse globale, mais en définissant des gradients de pression à l'intérieur, on pourra se dire peut-être que le noyau est liquide. Donc, si on n'a pas ces 2 phénomènes sur la Terre, eh bien, le problème, c'est que s'il y a des molécules qui sont formées, qui sont déjà assez complexes, elles vont être dissociées. Ça peut être parfois un avantage, on le verra, pour la Terre, parce qu'une des molécules qui se cassent, qui se dissocient, elles peuvent se recombiner différemment et arriver à des échelons de complexité supérieurs. Enfin, dans une première approche, on va dire que c'est quand même plutôt négatif d'avoir un rayonnement ultraviolet qui peut casser des molécules. Donc, s'il n'y a pas tout ça, on risque d'avoir une planète stérile, plus ou moins en surface. Alors, l'atmosphère, c'est bien gentil de dire que la planète, on a détecté qu'elle a une atmosphère. Seulement, l'atmosphère, c'est quelque chose d'évolutif. En tout cas, on le sait pour la Terre, et il n'y a pas de raison que ça soit différent sur d'autres planètes. Évidemment, l'évolution pourrait être très, très différente. Mais si on regarde Mars, par exemple, on connaît à peu près bien maintenant, notamment en termes d'atmosphère, eh bien, il y a eu certainement une atmosphère protectrice, mais aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose, elle est très ténue. Et donc, ce qu'on voit maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 4,5 milliards d'années.
Et pour la Terre, il en est de même. Alors ça, c'est moins connu, mais la Terre primitive, il n'y avait pas d'oxygène. Si vous voyez sur la partie gauche de mon diagramme, ici, on estime, la communauté scientifique est à peu près d'accord maintenant pour dire que l'atmosphère était neutre, c'est-à-dire composée à 80% environ de gaz carbonique et d'azote, pour 20% environ. Mais vous ne voyez pas d'oxygène. Évidemment, il y avait quelques autres composants minoritaires, mais enfin, là, la grosse majorité, c'est CO2 et N2. Donc là, vous voyez qu'on est sur une atmosphère qui n'est pas forcément favorable à l'apparition de la vie. Et petit à petit, cette atmosphère a évolué pour arriver aujourd'hui à un taux d'environ 21% de dioxygène, c'est l'oxygène moléculaire, et 79% de diazote, également d'azote moléculaire. Si je regarde le petit diagramme qui est à droite, la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, et maintenant à droite, eh bien, en fait, l'oxygène O2, ici, il est apparu environ il y a 3,5, 3,8 milliards d'années. Pourquoi? Parce que certaines bactéries, donc le vivant est apparu dans ces zones-là, certaines bactéries photosynthétiques ont trouvé l'astuce d'utiliser dans leur milieu un système métabolique qui leur a permis d'utiliser le CO2 et l'eau et de rejeter de l'oxygène. Elles ont eu une bonne idée de rejeter de l'oxygène excédentaire dans l'atmosphère. Alors, tant que ça a été au stade de bactéries dans les océans, elles se sont multipliées énormément et au bout d'un moment, quand l'océan, je dis donc qu'il y a un océan, donc il a fallu qu'il y ait un océan liquide pour que ces bactéries se développent à grande vitesse et dans un milieu favorable, pour qu'au bout il y a environ 2,5 milliards d'années, on a eu l'événement qu'on appelle la grande oxygénation, où là, le taux d'oxygène a augmenté rapidement. Pourquoi? Parce que l'océan a été saturé en oxygène et qu'à ce moment-là, un océan saturé en oxygène, eh bien, l'oxygène a diffusé dans l'atmosphère de la Terre. Et pour arriver progressivement au taux de 21% auquel il est aujourd'hui. Par conséquent, si on cherche à caractériser l'atmosphère d'une planète, vous voyez, si on le fait pour la Terre, eh bien, selon la période à laquelle on regarde, on ne verra pas la même chose. Il y a 3 milliards d'années ou il y a 2,5 milliards d'années, ou maintenant, vous voyez qu'on aura une photographie différente de cette atmosphère. Donc, il faut avoir ça présent à l'esprit. Quel est l'âge de l'étoile, donc quel est l'âge de la planète, et est-ce que dans quelle phase en est-elle de son évolution? Est-ce qu'il est en milieu de vie, en début de vie, plutôt vers une fin de vie, etc. Alors, vous avez compris, donc, ce qu'on va chercher, finalement, c'est trouver ce qu'on appelle des biosignatures significatives. Significatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent être reliées à la présence de vivants, la présence de vie. Donc, on va se dire quelles sont ces signatures significatives du vivant. Alors, pour l'instant, c'est uniquement dans des gaz. Alors, il y a un autre type de signature qui sera intéressante, qu'on appelle des biomarqueurs. Alors, biomarqueurs, c'est des signatures qui sont plus prononcées pour caractériser la vie, et ce sont des molécules plutôt à caractère organique, donc à base de carbone, mais associées à l'hydrogène ou à d'autres composants. Et le mieux, évidemment, on va plus loin dans les biomarqueurs, ça serait de trouver des acides aminés sous forme chirale ou achirale, enfin qui sont une forme gauche ou droite, puisque en fait les acides aminés ont une morphologie en 3D. Enfin bref, donc de trouver des molécules plus typiques du vivant. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là. C'est difficile à détecter sur les exoplanètes, vu la distance évidemment, et la finesse des spectres qu'on n'arrive pas encore à avoir pour des grosses molécules. Alors pour ça, aujourd'hui, on utilise des moyens au sol et dans l'espace, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a des instruments qui sont de plus en plus performants, au sol installés sur le Very Large Telescope européen, le VLT, et puis dans l'espace, on a deux télescopes spatiaux récemment mis en place, qui sont pour l'Europe Keops, et avec les Américains TESS pour caractériser des planètes extrasolaires. C'est vraiment leur job principal, pour ces deux derniers en tout cas. Alors, qu'est-ce qui fait que dans l'atmosphère de la Terre, on a cet oxygène qui a diffusé de manière importante? Mais en fait, ces organismes qui sont nés à partir d'une évolution biologique, évidemment, de base, on aura peut-être l'occasion d'expliciter une autre fois, perturbent l'équilibre de cette atmosphère. Et certains éléments sont clairement associés aux vivants. Alors, vous l'avez deviné, puisque j'ai parlé des cyanobactéries déjà. Les cyanobactéries, c'était les organismes qui existent toujours en quantité énorme, notamment avec le phytoplancton.
eh bien, ces bactéries diffusent beaucoup d'oxygène, mais les végétaux ont pris le relais quand ils ont pu aller sur la terre et se développer pour faire les plantes. Mais tout ce processus qui s'est développé se nourrit en fait de CO2 qu'ils pompent dans l'air et d'eau, on voit mieux sur l'image ici. Hein, les cyanobactéries ou les plantes, c'est pareil. Elles prennent le CO2 dans l'eau, dans l'air, elles prennent du H2O dans leur environnement et elles vont rejeter l'excès d'oxygène puisqu'elles ont besoin de CO2 et d'eau pour fabriquer des glucides, c'est-à-dire leur matière organique qui va leur donner de l'énergie. Et une fois qu'elles auront transformé ces glucides en énergie, eh bien, elles vont rejeter l'excès de CO2 et l'excès d'eau également. Mais par contre, elles vont pomper encore un petit peu d'oxygène. Mais heureusement, le bilan de tout ça est favorable puisqu'elles rejettent 2 fois moins de CO2 qu'elles en absorbent. Pour ne citer que ça. Donc, vous voyez que s'il y a de l'oxygène sur la Terre, et c'est surtout ça qu'il faut retenir de mon propos, c'est parce qu'il y a eu des cyanobactéries, des bactéries photosynthétiques qui utilisent la lumière pour leur métabolisme, et des plantes ensuite qui ont pris le relais de manière beaucoup plus importante et qui ont diffusé sur la Terre. Alors, on peut dire clairement que l'oxygène, qu'on l'a vu à 21%, il est clairement lié à la vie végétale. Si donc il n'y avait pas cette vie végétale, il n'y aurait pas d'oxygène produit en continu. Et l'oxygène, son avantage et son inconvénient, c'est qu'il est très oxydant. C'est une molécule qui est très un atome qui est très électronégatif et qui a la particularité d'attirer à lui beaucoup d'amis atomes, notamment en carbone et autres hydrogènes, et donc et notamment même les carbonates, le carbonate de calcium, etc. Donc il reste et sur le fer, par exemple, d'oxyder le fer. Donc il reste rarement à l'état libre. Alors il reste à l'état libre s'il y en a beaucoup. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on ne connaît pas de mécanisme naturel, hormis cela, le vivant, capable de produire en quantité de l'oxygène sur une planète, d'une façon abiotique. Donc, il n'y a pas de système alternatif connu, en tout cas de nous aujourd'hui, sans l'intermédiaire du vivant. Donc, la conclusion de cela, c'est de dire si on détecte de l'oxygène et de l'eau sur une planète, alors la vie est extrêmement probable, puisque pour nous, il n'y a que de cette manière que l'oxygène peut être produit en quantité. Et l'eau, encore faut-il que cette eau soit utilisable par ces organismes, c'est-à-dire qu'elle soit à l'état liquide, puisqu'à l'état de glace, ce n'est pas évident de la consommer, hormis dans le Ricard, mais autrement, pour les bactéries, ce n'est pas possible. Et en phase gazeuse, ce n'est pas non plus idéal pour faire fonctionner un métabolisme. Alors, donc, je vous ai dit quelles étaient la définition des biosignatures et des biomarqueurs. Maintenant, il va falloir chercher à les identifier. Le but de l'opération aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on veut identifier ces biosignatures. Mais attention, en science, il faut toujours être méfiant aussi. Est-ce que ce n'est pas un équivalent abiotique? On appelle ça un faux positif. Est-ce que ce n'est pas produit par un autre système que le métabolisme du vivant? Quel est le processus chimique qui est à l'origine de cet oxygène, si on cherche l'oxygène par exemple? Quel degré de confiance peut-on avoir dans les résultats d'observation? Et ça, c'est classique dans la démarche scientifique. Donc, est-ce que ces marqueurs sont bien produits par des systèmes vivants ayant un métabolisme connu sur Terre? Parce qu'on ne peut pas non plus écarter l'idée qu'il puisse y avoir des métabolismes pas connus sur Terre. Ils fabriquent aussi de l'oxygène. Mais enfin, bon, pour l'instant, on travaille avec ce qu'on a sous la main et ce que l'on connaît. Alors, dans le système solaire, je vais vous montrer, on va s'imaginer qu'on n'est pas dans le système solaire et qu'on est sur une planète, une exoplanète. J'ai pris ici pour l'image Alpha du Centaure B, qui est la planète récemment découverte autour de l'étoile la plus proche de nous, à environ 4 années-lumière. Donc, si vous étiez là-bas et que vous regardiez le système solaire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme biosignature dans ce système solaire, nous qui sommes des gens d'Alpha du Centaure? Eh bien, avec les moyens dont on dispose, spectroscopie par exemple, ou analyse de la lumière, eh bien, on va voir d'abord sur les planètes rocheuses telluriques ici, que Vénus, on a détecté qu'il y a du CO2 et de l'azote, et du diazote.
Sur la planète Terre, on a détecté qu'il y avait du dioxygène et du diazote aussi. Et sur la planète Mars, il y a du CO2 et du diazote aussi. Donc, il y en a deux qui sont similaires. Pourtant, on sait bien qu'elles ne se ressemblent pas beaucoup, mais c'est peut-être dû à la concentration, d'ailleurs, de ces gaz dans l'atmosphère des planètes. Et puis, il y a d'autres paramètres, bien sûr, tels que la proximité à l'étoile. Avant de parler de Titan, et si je regarde sur ces planètes qui nous apparaissent comme plus lointaines du Soleil et qu'on a détectées comme étant des planètes gazeuses, eh bien, on a vu que ces planètes gazeuses, elles sont complètement différentes au point de vue de leur atmosphère. Elles ont de l'hydrogène, d'hydrogène moléculaire et de l'hélium. Et toutes comme ça. Je passe les éléments en quelques pourcents qu'elles peuvent avoir d'autres gaz, mais essentiellement, elles sont composées de ces deux atomes. Et c'est des planètes gazeuses. Donc déjà, vous voyez, si je suis à l'extérieur, je me dis, tiens, celles-là, les telluriques, elles ont vraiment une particularité intéressante. Et je vais regarder aussi Titan. On a repéré qu'autour d'une des planètes gazeuses de ce système solaire, il y a une planète rocheuse qui tourne et qui a l'air assez grosse. Et en plus, elle a la particularité d'avoir un nuage autour d'elle qui est assez important, même plus important que celui de la Terre, en épaisseur, et qui est composé essentiellement de diazote, mais il y a aussi entre 2 et 6% de méthane. C'est variable selon les saisons. Donc là, on a une particularité intéressante, et c'est une tellurique, et qui diffère des autres. Mais l'oxygène libre, donc, on le voit que sur la Terre, et j'ai remarqué en bas, vous avez vu tout à l'heure, je vous expliquais que l'oxygène libre sur la Terre, il n'y en a pas eu toujours. Et si on regarde vraiment la grande oxygénation et vraiment la période où il a été pas loin des 21%, ça représente à peu près le 8e de l'histoire de la Terre, c'est-à-dire ça nous amène quasiment au Cambrien, à la période géologique qu'on appelle le Cambrien, il y a 500-600 millions d'années, si vous voulez. Donc avant ça, le vivant, c'était quand même surtout des bactéries et petit à petit quelques organismes à coque externe, genre coquillages ou crevettes ou autres. Voilà. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont pu voir comme biosignature de la Terre, en supposant qu'on était donc sur notre planète Alpha du Centaure? Eh bien, on a regardé les profils de raies de l'atmosphère, des raies spectrales en absorption, puisque c'est la lumière qui traverse la lumière du Soleil qui a été réfléchie par l'atmosphère de la Terre, et donc certaines molécules ont été absorbées. Donc ça nous a montré que sur Vénus, il y a du CO2, et le spectre montre que c'est d'une manière assez importante. Sur Mars, on a aussi le spectre du CO2, on est en micro, en ondes infrarouges, et sur la Terre, on a un spectre qui est vraiment différent des autres. On a évidemment aussi du CO2, mais on a, intéressant, O3. O3, ce n'est pas de l'oxygène, ou plutôt c'est de l'ozone, c'est-à-dire de l'oxygène avec un atome d'oxygène en plus. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ozone, c'est un élément protecteur. Donc, on dit, cette planète-là, elle a un élément protecteur, que n'ont pas les autres. Et puis, alors, en plus de ça, on a découvert qu'il y avait le spectre des forêts dorées, du spectre moléculaire un peu plus complexe de l'eau, de la molécule d'eau. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est que si on regarde sur ce coin droit, c'est qu'on voit qu'il y a une légère augmentation de la réflexion, on est en domaine infrarouge, en passant de zones océaniques aux zones terrestres. Donc, comme la planète, elle tourne, périodiquement, on voit la réflexion de l'océan, réflexion des zones boisées, rocheuses, etc. Et donc, il y a des réflexions qui sont dues à la végétation. Donc, vous voyez, ce spectre nous donne quand même pas mal d'informations. Alors, maintenant, le challenge, c'est d'arriver à prendre des spectres comme ça sur des exoplanètes. Alors, l'oxygène, vous pouvez me dire, j'ai marqué, on ne voit pas l'oxygène. Pourquoi? Parce que l'oxygène, la molécule, c'est une molécule symétrique et le spectre n'apparaît pas, le spectre n'est pas facile à prendre de l'oxygène. Donc, on repérera ce qu'on appelle des proxys, des molécules qui sont proches ou qui sont un indicateur de la présence d'eux. Comme dans le milieu interstellaire, on n'arrive pas facilement à détecter l'hydrogène moléculaire, mais le monoxyde de carbone, par contre, qui est un proxy, se détecte plus facilement. Alors, un autre spectre intéressant, c'est la distribution spectrale de l'énergie solaire réfléchie par la Terre et son atmosphère.
c'est que l'étoile, donc, elle éclaire la Terre. La lumière est absorbée en partie par la Terre, mais il y a une partie qui est réfléchie. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Et surtout, dans un premier temps, là, sur spectre, on va voir quoi? On regarde la ligne noire, en trait continu noir. Cette raie, elle ressemble au spectre d'absorption de la rayonnement spectral, le flux énergétique spectral réfléchi. Ça correspond à la loi de Planck. Je ne trouvais plus le terme en français parce que je l'étudie en anglais. C'est l'ASED, la distribution spectrale de l'énergie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un corps qui correspond à une courbe qui correspond au corps noir, un rayonnement de corps noir, et qui correspond bien à la lumière envoyée par le Soleil, l'énergie du Soleil, qui est un corps noir, donc un système en équilibre thermique, qui rayonne de cette manière-là. On a tout le spectre de toutes les ondes. Et là, le pic de cette courbe, on a mis ici des courbes de spectre de corps noir pour différentes températures en Kelvin, 300 K, etc., jusqu'à 200 K. On voit que cette courbe en noir, elle est entre le 300 et le 280, mais ici, je peux la situer précisément, et je peux la situer précisément pourquoi? Parce que je suis à 10 microns, et grâce à une loi, qui est une loi qui est dérivée de la loi de Planck, la loi de Vienne, qui permet de calculer la température du pic d'émissivité d'une courbe de Planck. Et si je fais le calcul, eh bien, il est facile à faire d'ailleurs, je vais trouver 290 K, et 290 K, si je le convertis en degrés Celsius, j'arrive à une température de réflexion de l'atmosphère à 17 degrés. Alors la question maintenant, ça va être de savoir si c'est en haut des nuages ou en bas qu'on a cette température. Donc vous voyez, ça, ça c'est le premier élément que l'on tire de cette courbe. Le deuxième, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des raies spectrales en absorption qui vont nous donner la constitution d'un certain nombre d'éléments chimiques de l'atmosphère et même en plus son abondance, leur abondance. Vous voyez l'ozone ici, le pic de l'ozone à 10 microns est très marqué. On voit le CO2 ici, de l'eau et d'autres fréquences de l'ozone et du CO2, puisque la molécule peut vibrer à différentes fréquences, selon l'énergie qu'elle a autour d'elle. Donc, cette raie massive de l'ozone nous indique que sur cette planète, eh bien, il y a certainement de l'oxygène, du dioxygène. Alors, je vous ai mis ici un autre exemple, qui est l'arrêt qui concerne Titan, le satellite de Saturne, Titan. Et là, ça a été pris avec la mission Cassini-Huygens, et ça a été pris à proximité, là, relativement, mais on voit toutes des forêts de raies qui nous indiquent qu'il y a de nombreuses molécules organiques autour de Titan. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait du diazote et du méthane autour de Titan. Alors, le méthane, on le voit ici. Et puis, on a des dérivés du méthane, l'éthane et d'autres dérivés, qui sont toujours carbone-hydrogène, mais avec plus ou moins de carbone, plus ou moins d'oxygène. Et moi, je vois dans ces spectres, les forêts de spectres, d'autres qui sont intéressants, c'est l'acide cyanhydrique, le HCN. L'acide cyanhydrique est un des éléments de base pour former, dans notre ADN, la chaîne de l'ADN. On appelle ça des bases puriques ou pyrimidiques, enfin pour former les bases azotées de la chaîne de l'ADN, qui se forment à partir de HCN. Et puis, d'autres molécules organiques ici. Donc, vous voyez que dans cette atmosphère composée à 95% d'azote et d'environ 2 à 6% de méthane, j'ai dit tout à l'heure, enfin, on va dire 5% en moyenne, eh bien, j'ai pas mal de constituants qui ressortent là en raie d'émission. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver. Et déjà, si on regarde notre propre système, qu'est-ce qu'on peut détecter? Qu'est-ce qui est significatif? Alors évidemment, aujourd'hui, bien que les moyens soient encore limités, mais on a déjà accès à pas mal de choses en termes d'atomes et de molécules pouvant caractériser la vie. Là, je vous l'ai montré dans le système solaire, mais on va voir que hors du système solaire, déjà, on arrive à un certain nombre de choses intéressantes. Pour ça, malgré tout, il faut que les planètes sur lesquelles on va travailler ne soient pas trop éloignées. Ça va dans des rayons de 10 à 150, voire 200 années-lumière. Il ne faut pas que ça soit beaucoup plus loin quand même. Sans ça, plus on est loin, moins on a de précision. Et on va être favorisé par la précision des instruments. Déjà, actuellement, on a des instruments qui sont montés sur le VLT,
grands télescopes européens, des spectros très sensibles à très haute résolution, et puis les futures générations de grands télescopes au sol et dans l'espace vont nous permettre d'aller encore plus loin. Alors, sur quoi on travaille en fait pour détecter toutes ces informations? Je vous rappelle ici brièvement, on s'appuie sur les lois de Kirchhoff, hein, ce physicien allemand du milieu du siècle, du 19e siècle. Eh bien, il a déterminé que les étoiles émettent un spectre continu, ce qui a été confirmé par Planck, on l'a vu avec la courbe tout à l'heure, et que les gaz chauffés, des gaz peu denses, mais émettent des raies spécifiques à certaines longueurs d'onde correspondant à certaines molécules, et que le rayonnement continu, quand il traverse un gaz, eh bien, on l'a vu, il laisse des traces, puisqu'en fait, les molécules qui sont dans le gaz sont absorbées, et on voit ça sous forme de raies d'absorption. Grâce à ça, ces découvertes-là, eh bien, on utilise donc la spectroscopie comme outil principal. Alors, déjà, soit en ultraviolet et optique, dans les longueurs d'onde assez élevées, qui vont servir surtout ces longueurs d'onde pour caractériser l'atmosphère, les aspects physiques de la planète et de l'atmosphère, vraiment pour la voir en quelque sorte. Et puis, pour ce qu'on ne voit pas, mais qui est riche en informations avec les spectres que je vous ai montés tout à l'heure, c'est la spectroscopie en rayonnement infrarouge et en radio. Mais là, pour l'instant, surtout en rayonnement infrarouge, puisque ces molécules que l'on a vues sont surtout des molécules qui rayonnent dans des milieux froids et à faible énergie. Donc, elles permettent de détecter des atomes, des molécules dans des bandes qui vont de 1 à 24 microns environ. Alors, on va pouvoir les détecter depuis l'espace ou depuis le sol. Évidemment, pour tout ce qui concerne l'infrarouge, depuis le sol, ce n'est pas idéal. Donc, ça va, si le spectro est monté sur un télescope en très haute altitude, comme au plateau d'Atacama avec le VLT, déjà, on peut travailler du sol pour avoir des détections de molécules sur des exoplanètes. Alors, une des méthodes évidemment privilégiées encore, c'est la méthode des transits. Alors, la dernière fois, pour ceux qui ont assisté à la conférence, on avait dit qu'il y avait la méthode des transits qui permettait, quand la planète passe devant l'étoile, on analyse la baisse de luminosité et ça permet de calculer la période et la période de la planète, et puis ensuite, également son rayon et donc sa surface. Donc là, si on travaille sur l'analyse de la lumière réfléchie par l'étoile sur la planète, on va avoir un certain nombre d'informations, soit la lumière réfléchie, soit la lumière filtrée par l'atmosphère de la planète à un moment donné du transit. Et ça, globalement, ça va nous donner des spectres de raies intéressants. Alors, dans le transit, alors évidemment, pendant tout le transit, on peut avoir des informations, mais il y a quand même deux moments privilégiés dans le transit. Il y a le transit qu'on dit primaire, et au niveau du transit primaire, il y a le premier contact et le deuxième contact. Mais on voit le petit cercle en bleu qui figure, en gros, l'atmosphère de la planète. C'est à ce moment-là qu'on va avoir accès à la lumière va traverser cette atmosphère, et c'est là qu'on va pouvoir véritablement en tirer des informations avec des spectres en absorption. Et puis, dans le transit secondaire, alors là, on est côté vue de l'observateur. Il faut évidemment qu'on soit dans le plan de rotation des planètes autour de l'étoile, hein, ça va sans dire pour les transits. Mais là, on voit la planète côté nuit. C'est comme quand il y a la nouvelle lune ou la pleine lune. Bon, là, on la voit côté nuit, donc on est moins ébloui pour voir l'atmosphère. Il y a moins de perturbations. Par contre, au transit secondaire, c'est l'éclipse, quand la planète va passer derrière l'étoile, là, on a d'autres informations, aussi un petit peu les mêmes, mais on va avoir surtout la réflexion de la lumière de l'étoile sur la planète, et cette réflexion de la lumière, on va pouvoir l'analyser et avoir une idée du rayonnement thermique de la planète, à condition évidemment de pouvoir éliminer ou retirer la lumière de l'étoile pour ne garder que ce qui concerne la planète. Alors ça va dépendre de l'albédo, évidemment, c'est-à-dire du coefficient de réflexion. Donc vous voyez, c'est au moment où la planète passe devant son étoile, là vraiment il y a un moment où on peut voir à travers l'atmosphère en quelque sorte. Alors lors de ce transit primaire, donc je vous ai dit qu'il y a déjà deux types d'informations qu'on peut avoir. Selon l'atmosphère, on va pouvoir déterminer des paramètres concernant le rayon de l'atmosphère.
hein, parce que selon l'épaisseur, la lumière va passer différemment. Donc, ça va pouvoir permettre de déterminer un gradient en fait, d'épaisseur et donc de déterminer son rayon. Également, on pourra en tirer peut-être des informations sur l'opacité, hein, selon la façon dont la lumière traverse. Est-ce qu'il y a des nuages, des brumes d'altitude, hein, comme sur Titan par exemple, et donc à différentes altitudes. Alors donc, cette méthode-là va permettre éventuellement de caractériser un peu l'atmosphère au point de vue épaisseur. Est-ce qu'il a des couches, est-ce qu'il a des circulations atmosphériques, des nuages, etc. Et puis le deuxième enseignement important, bien sûr, c'est au moment où la lumière traverse l'atmosphère, où les raies sont absorbées, et là, ça va nous renseigner sur la composition de cette atmosphère, et également même sur la densité des molécules que l'on a caractérisées. Hein, ça se calcule avec la densité de colonnes. Il y a des formules qui permettent de connaître la densité à l'intérieur d'une raie spectrale quand elle est vue en profil. Il faut évidemment des instruments à très haute résolution parce que pour arriver à déterminer ces bandes et caractériser la molécule, alors là, quand c'est des molécules relativement simples, ici j'ai mis l'eau à 1,8 micron, enfin ils ont mis, c'est pas moi, le CO2 à 2,1 micron ou le CH4, le méthane, à 2,3 microns. Donc c'est des molécules relativement pas trop complexes et le spectre, si la planète n'est pas trop loin, on peut bien la caractériser. Il n'en sera pas de même pour des molécules plus complexes où évidemment on va avoir une forêt de raies et que là il faudra dire ça correspond à quelle molécule. Alors, il y a des bases de données qui sont en cours de constitution d'ailleurs pour mettre en relation les types de raies et la molécule correspondante. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le contraste entre l'étoile et la planète, c'est ça qui est important, c'est ce qui va nous permettre de mieux voir ce qui provient de la planète, augmente au-delà de 2 microns. Donc, sur les plus grandes longueurs d'onde, on a un meilleur contraste parce qu'on peut plus facilement discriminer la lumière de la planète par rapport à celle de l'étoile. Alors, aujourd'hui, ce qu'on détecte surtout, ce sont les molécules à quelques atomes. Alors, j'ai mis quand même un certain nombre de molécules, mais enfin, celles qu'on trouve le plus souvent, l'eau, le méthane, l'acide nitrique, le monoxyde de carbone, le CO2, dioxyde de carbone, des dérivés du méthane, un acide phosphorique, le HCN dont j'ai parlé, l'acide cyanhydrique tout à l'heure, et éventuellement l'ozone. Par contre, les molécules complexes, qu'on appelle en anglais les COM, Complex Organic Molecule, dans le langage scientifique, eh bien, les molécules complexes, elles sont évidemment très difficiles à détecter parce qu'elles ont de faibles énergies de transition. Ce qui crée les raies, hein, c'est quand les molécules en infrarouge, on les détecte par le mode de vibration. C'est-à-dire dans la molécule, chaque partie de la molécule vibre et ces vibrations, c'est ce qui se traduit par des raies. Évidemment, plus il y a d'atomes et de complexité, évidemment, plus les raies sont nombreuses et les transitions ne sont pas faciles à voir. Donc, le spectre est complexe et chaque molécule a sa propre vibration, heureusement. Alors, j'ai mis en bas, je dirais simplement pour dire que ce qu'on cherche, c'est quelles sont les chances de trouver la vie. Chances de trouver la vie, évidemment, ce qui serait intéressant, ce serait de trouver une molécule d'un acide aminé. J'ai mis ici le plus simple des acides aminés, qui est la glycine. On voit un spectre assez large, hein, avec des forêts de raies, dont la composition, c'est 2 carbones, 5 hydrogènes, 1 azote et un dioxygène. On voit ici la molécule sous différentes formes. C'est la plus simple, mais ça ne sera pas déjà évident à la prouver. Et en plus de ça, même si on trouve des acides aminés, ça serait déjà un premier pas, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a de la vie sur la planète. Si on a l'occasion de faire une autre conférence, je pourrais vous expliquer comment on peut détecter la différence entre le fait d'avoir des acides aminés et de se transformer ensuite en système vivant, pourquoi ça ne passe pas si facilement de l'un à l'autre. Lors du transit secondaire, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, là, on est plutôt dans la lumière réfléchie qui nous donne un spectre visible et également le rayonnement infrarouge de la planète qui peut être analysé. Alors, c'est plus difficile à analyser quand même parce qu'il y a un certain éblouissement par l'étoile, mais ça donne des informations aussi sur la composition de la planète, de son atmosphère, mais de sa surface même également, selon les types de réflexion, selon l'albédo, selon la distance à l'étoile,
On peut aussi éventuellement déterminer la vitesse de rotation de la planète. Et justement, ça s'est déjà fait. Si c'est une planète qui est proche de l'étoile, qui est synchrone, donc qui ne tourne pas sur elle-même et qui a toujours la même face tournée, eh ben, on verra qu'il y a une face qui est toujours chaude, une face qui est toujours froide. Et donc, on dira donc qu'elle est bien synchrone. Et donc, s'il y a une atmosphère, il aura intérêt à faire une bonne homogénéisation pour réchauffer la partie froide. On peut aussi, de manière un peu moins évidente, mais au moment du transit, au moment du contact, trouver des molécules en absorption pour aider à la composition. Vous voyez, c'est au moment où la planète va disparaître derrière qu'il y a un moment privilégié où on peut capter d'autres informations. Alors, l'autre mode, là j'ai parlé de détection en transit, par la méthode des transits. Il y a évidemment, l'autre méthode, c'est de détecter par la lumière visible. C'est-à-dire vraiment, là on n'est plus dans la planète qui est analysée en spectro, mais on voit vraiment la planète en lumière visible. Pour qu'on puisse le faire aussi, il faut que la planète elle soit quand même assez éloignée de l'étoile et qu'on puisse discriminer, ou en tout cas éliminer la lumière de l'étoile pour ne voir que celle de la planète, mais ça se fait déjà. D'ailleurs, la première planète extrasolaire a été détectée en spectro, elle, par contre, sur 51 Pégase, vous le savez. Mais déjà, on a pu, sur cette planète, trouver son albédo, c'est-à-dire son coefficient de réflexion, et qui nous a donné une indication sur la composition de surface et de l'atmosphère de la planète. Bon, on sait que c'est une planète gazeuse, évidemment, aujourd'hui, mais on l'a su d'ailleurs dès le départ. On a pu aussi, ce qui est plus récent, 2015, calculer sa masse et son inclinaison par des méthodes de détection directe. Alors là, j'ai mis ça, c'est un peu, je dirais pas pour rigoler, parce que c'est quand même sérieux, mais avec les futurs grands télescopes, au moment du transit, je vous ai dit qu'il y a une courbe de lumière quand la planète passe devant l'étoile et que la luminosité baisse. Bon. Mais si on a la capacité d'analyser le fond de la courbe de lumière, là, elle est parfaitement lisse, mais si on la grossit, on verra que si la Terre était parfaitement ronde, si on prenait, par exemple, la Terre vue toujours de Proxima du Centaure, comme tout à l'heure, on verrait une courbe qui serait comme ça, avec de tout petits sursauts. Hein. Mais si on est sur une planète qui a des reliefs, ou qui a des océans, des choses comme ça, on va avoir un fond de courbe qui va être modulé et qui pourra, à terme, peut-être nous apporter des indications sur le relief de la planète, sur sa topographie. Alors, hors des transits, donc, la méthode, c'est la photométrie optique. Donc, c'est vraiment de l'image directe. On cherche à photographier quasiment la planète. Et donc, on fait des mesures de la lumière réfléchie par la planète. Et c'est ça qui va donner des informations. L'élément déterminant, c'est la séparation de l'étoile et de la planète. Il faut qu'elle soit assez loin. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est difficile par cette méthode de travailler sur des planètes petites et en plus de ça, proches de l'étoile. Mais ça viendra petit à petit, surtout avec la nouvelle génération de télescopes. Et ça va dépendre aussi du rapport entre le rayon de l'étoile et le rayon de la planète. Hein. Si l'étoile est très grosse et la planète très petite, eh ben, on aura peu de lumière réfléchie. Et inversement, si le rayon de la planète est gros et l'étoile plus petite, ça sera plus facile. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire en détection directe d'atmosphère planétaire, par la courbe de lumière, un peu comme j'avais montré ça tout à l'heure, eh bien, on peut analyser la lumière réfléchie par la surface de planète et par son atmosphère. Si on peut discriminer les deux, par exemple, pour la Terre, on verra que l'albédo, c'est-à-dire le coefficient de réverbération, de réflexion totale, il est de l'ordre de 30%. Eh bien, il y a 25% qui est dû à l'atmosphère et 6% qui est réfléchi par la surface terrestre. Donc, si on arrive à déterminer ce type de ratio pour une planète, eh bien, ça pourra aussi nous indiquer, on pourra mieux calculer la température de surface, par exemple. Alors, les outils qui vont être disponibles, alors il y a déjà sur le Very Large Telescope, sur le plateau d'Atacama, un spectrographe très haute résolution qui est Espresso et qui est destiné véritablement à caractériser des planètes extrasolaires. Il a une très haute résolution, très stable, pour qu'il n'y ait pas de vibrations qui s'ajoutent et que les raies donc, soient bien détectables. Et puis sur le futur
télescope dont on attend beaucoup européen, le LT, hein, qui aura un miroir de 39 mètres, et sur lequel on va aussi mettre Espresso, mais d'autres des spectros à haute résolution comme HIRE, ou HIRE, comme vous voudrez. On pourra travailler en lumière visible pour capter des spectres en réflexion ou en lumière infrarouge hors transit. Et puis, il y a aussi des caméras à haute résolution pour l'imagerie avec un nombre de pixels et des sensibilités de plus en plus importants qui permettent de carrément photographier des planètes dans le futur. Autre façon de travailler, ça serait d'analyser la courbe de lumière réfléchie par une planète en rotation. Alors, avec les nouveaux instruments, en imagerie directe, on pourra certainement analyser la courbe de lumière, un peu comme je le montrais tout à l'heure dans le fond de la courbe lors d'un transit, pour connaître la rotation. Est-ce qu'il y a un système nuageux? Est-ce qu'il y a des surfaces glacées ou des océans ou de la végétation? Le coefficient de réflectivité nous donnera une indication et dont on pourra tirer des enseignements. Est-ce qu'il y a des mers, des terres, des nuages, etc. Alors évidemment, tout ça, ça ne permet pas d'être formel sur l'existence d'une activité biologique. Il faut combiner ça avec d'autres analyses spectrales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, savoir s'il y a de l'ozone, par exemple, s'il y a du CO2, etc. Et en combinant des informations, je pense qu'on avancera beaucoup dans la connaissance de ces planètes. Autre exemple intéressant, par exemple, vous connaissez le site Concordia en Antarctique, enfin vous en avez entendu parler, en tout cas le Dôme C, où là, depuis nombreuses années, hein, des scientifiques sont basés là, qui sont dans des conditions quasiment analogues à s'ils étaient sur Mars, puisqu'ils sont bloqués pendant plusieurs mois sur ce site, mais ils font des tas de travaux, dont un qui consiste à analyser la lumière cendrée de la Lune. Alors, c'est intéressant parce que c'est un exemple de ce que je vous expliquais un petit peu, c'est-à-dire le Soleil, il éclaire la Terre, et à certains moments, la Terre, sa lumière, par rapport à nous, sa lumière est réfléchie sur la Lune. Et si on analyse la lumière de la Lune, eh bien, la lumière qu'on voit sur la Lune, c'est la lumière du Soleil qui a traversé l'atmosphère de la Terre. Donc, on peut en tirer un spectre qui correspond à l'atmosphère de la Terre. Et alors, l'idée, c'était de détecter la présence de chlorophylle en analysant le spectre de la lumière. Et qui dit chlorophylle, dit plante, hein, puisque c'est caractéristique chez nous de la végétation. Donc, on n'en est évidemment pas là pour des planètes extrasolaires, mais en voyant ce genre d'exemple montre qu'avec des instruments de plus en plus performants, on pourra peut-être un jour, et notamment le télescope le NTT de 3,50 m ou autres, et d'autres à venir, eh bien, avoir des informations détaillées de ce type. Et la chlorophylle, justement, est intéressante parce que si on peut arriver à détecter la chlorophylle, eh bien, la chlorophylle, c'est lié à l'éclairement du Soleil, hein, le spectre du Soleil, qui est large bande, mais la plante ou la cyanobactérie, en fait, elle absorbe certaines longueurs d'onde, qu'on voit ici, hein, dans cette bande, à 90 à 670 nanomètres. Elle absorbe ces longueurs d'onde et les autres elles absorbent ces longueurs d'onde et les autres sont réfléchies. Non, c'est le contraire. Elles réfléchissent ces longueurs d'onde qui correspondent au vert, c'est pour ça qu'on le voit vert, et elles absorbent les autres longueurs d'onde et qui leur servent comme source d'énergie. Et la chlorophylle, c'est une molécule extrêmement complexe. Vous voyez, 55 atomes de carbone, 72 hydrogènes, 5 oxygènes, etc. et du magnésium. Donc, il y a plusieurs types de chlorophylle, mais enfin, avant de détecter ce type de molécule, ça sera difficile. Enfin, je voulais vous le montrer quand même, parce que c'est quand même un exemple intéressant de vie. Alors, quelques exemples aussi maintenant. Une planète qui a été très étudiée, une des premières qui a été d'ailleurs découverte par les méthodes des transits en 1999, c'est HD 209 458b. Et sur celle-là, on a détecté, c'est surtout pour ça que j'ai mis, l'atmosphère de cette planète. Le problème, c'est que c'était avec le télescope Hubble. Hein, elle est à 150 années-lumière. L'étoile, par contre, c'est une étoile de type solaire, hein, type G. C'est un Jupiter chaud, c'est-à-dire que la planète est très proche de l'étoile. Elle a 5% de distance 0,05 AU hein, par rapport au Soleil, donc c'est fait très proche. Et du coup, il y a une atmosphère qui existe, mais on voit, c'est une image d'artiste. Hein. Ça, ce n'est pas la véritable image, mais ça montre qu'en fait, l'atmosphère est vaporisée, il a tendance à s'échapper, mais malgré tout, dans le spectre de cette atmosphère, ils ont déjà trouvé pas mal de molécules, j'ai marqué ici,
à différentes reprises, en 2002, en 2007. Il y a eu, à plusieurs reprises, ils ont détecté notamment la vapeur d'eau dans ce spectre. Alors évidemment, ce genre de planète, quel est son devenir? Elle est tellement proche de l'étoile que l'atmosphère va être vraisemblablement entièrement vaporisée, soufflée, ou qu'en tout cas, toutes les molécules les plus légères, notamment l'hydrogène, va partir. Et il ne restera que les molécules les plus lourdes, peut-être méthane ou CO ou CO2, etc. Et donc, qu'est-ce qui restera de cette planète? On ne sait pas. Mais enfin, bon, à ce stade de sa formation, on peut dire qu'on a trouvé ces éléments-là. Un autre exemple aussi bien connu, c'est K2-18b, qui a été détecté par les méthodes spectro des transits. Là, on est sur une planète, une super Terre, donc 8 masses terrestres. Donc, on est à la limite, hein, au-delà de laquelle, limite maximum, on est dans des mini-Neptunes, planètes glacées, genre Neptune ou Saturne, ou Uranus, oui. 8 masses terrestres, on est proche de la limite. Alors, elle est aussi très proche, hein, période de 33 jours, mais elle tourne autour d'une naine rouge. Donc là, c'est différent parce qu'une naine rouge, c'est une étoile relativement froide. Et là, on a détecté aussi de présence importante de vapeur d'eau. Avec le télescope Hubble également, par la méthode de la lumière qui traverse l'atmosphère. Alors, à partir de tout ça, quels sont les résultats sur la présence d'une vie possible? Alors, les indices de vie, j'ai marqué bientôt. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'indice vraiment formel. Et la présence de vie, ça viendra peut-être quand on aura détecté un certain nombre d'éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour ça, avant, il faut évidemment bien caractériser les planètes. Donc, est-ce que la planète est bien dans la zone habitable? C'est-à-dire, est-ce que la distance étoile-planète est compatible avec une température telle qu'au sol, on pourra avoir de l'eau liquide? Est-ce que cette planète est synchrone ou pas? Ça change pas mal de choses. Est-ce qu'il y a ce champ magnétique dont je parlais tout à l'heure, protecteur? Cette atmosphère, est-ce qu'il est neutre? Donc, avec du CO2 plutôt, ou oxydant? Est-ce qu'il y a beaucoup d'oxygène? Est-ce qu'il y a des biosignatures dont on a parlé? Quelle est l'épaisseur et la rotation? Voilà. Quand on aura déterminé un petit peu tout ça, on aura défini des planètes candidates. Des planètes candidates, et ça sera plutôt pour l'instant des exoplanètes en zone habitable et qui tournent autour de naines rouges, sachant que les naines rouges de type M représentent 90% des étoiles dans la galaxie. Donc, ce sont les meilleures candidates actuelles, les plus accessibles aussi, parce que l'étoile étant plus froide, elle éblouit moins la planète, donc on peut mieux voir la planète, mieux la caractériser, et que la zone habitable est évidemment plus proche. Mais évidemment, c'est par défaut, parce que évidemment, on cherchera à trouver des planètes qui ressemblent plus à la Terre, avec des étoiles qui ressemblent plus au Soleil, etc. Mais dans l'intervalle, la recherche se fait surtout sur ce type de planètes. Alors, je vous ai parlé de l'ozone, de tout ça. Évidemment, on va chercher l'ozone parce que le dioxygène, on n'arrive quasiment pas à le détecter par spectroscopie, de par son spectre symétrique. Donc, on va chercher l'ozone. Et on va chercher aussi de la vapeur d'eau, du H2O, et du CO2. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que si on peut avoir les trois éléments, ozone, vapeur d'eau et gaz carbonique, eh bien, on pourrait se dire c'est une forte présomption de possibilité de vie biologique, d'activité biologique. Pourquoi? Parce que s'il y a de l'ozone, c'est donc qu'il y a de l'oxygène qui la produit en quantité, et donc il y a peut-être de la photosynthèse derrière tout ça. On sait d'autre part qu'il faut de l'eau liquide, parce que l'eau liquide, c'est le solvant indispensable et le seul qui soit capable d'agréger des molécules, de leur permettre de se rapprocher aux molécules et de façon à former des molécules plus importantes. Donc l'eau a vraiment des propriétés d'agrégation de molécules et de dispersion aussi. C'est aussi un élément qui va permettre à des éléments déjà constitués de bouger, de se rapprocher d'autres, et pour constituer des édifices moléculaires plus conséquents et donc éventuellement plus performants. Alors les éléments chimiques qui ont été détectés, aujourd'hui on est plutôt sur des géantes gazeuses parce qu'elles sont plus faciles à détecter en termes d'atmosphère. On a détecté un certain nombre d'éléments moléculaires, dont le sodium, le potassium, CO, CO2, on en a parlé déjà, le dihydrogène, de l'eau, méthane, acide nitrique et le HCN. Alors, si on combine un petit peu toutes ces molécules-là,
on sait que c'est capable d'engendrer une chimie prébiotique. Alors, chimie prébiotique, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais comment, à partir de ces composés-là, qui sont présents dans l'atmosphère des planètes, mais pas que. En fait, on sait que ces éléments-là, on les trouve sur les grains de poussière interstellaires, entre les étoiles. On va les retrouver aussi sur des météorites, etc. Donc, à partir de ces composés-là, on peut constituer tous les éléments du vivant, que ce soit les membranes des cellules, que ce soit les acides aminés, que ce soit une chaîne d'ADN, notamment à partir de HCN. Et également même des sucres, hein, puisque avec formaldéhyde qui est composé de H2 et de CO, H2CO, on sait qu'on peut faire un sucre, de ribose. Donc, il y a tous les constituants pour éventuellement le démarrage d'une chimie prébiotique. Encore faut-il évidemment que le milieu s'y prête et qu'il puisse servir d'incubateur au développement d'une forme de vie. Et j'ai marqué évidemment de la chance, parce que en fait, il y a des paramètres de base qui paraissent peut-être relativement simples, mais on voit qu'il y a quand même une grande complexité. Il suffit d'un petit décalage quelque part. Hein. On voit que l'atmosphère de la Terre, il a dû évoluer d'une certaine manière pour que les conditions deviennent favorables, pour que des éléments de chimie plus complexes arrivent aux vivants, etc. Mais tout cela reste vraisemblable. On sait que la chimie du vivant est composée quasiment de tous ces éléments-là. Hein. On a l'habitude de parler d'échelons, CHON, carbone, hydrogène, oxygène, azote, hein, et soufre éventuellement, enfin, et même surtout. Alors pour cela, on peut être optimiste parce qu'on vit une période quand même intéressante et riche. Il faut quand même reconnaître que le siècle précédent, la deuxième moitié du siècle précédent et maintenant, on a des instruments au sol qui permettent l'étude spectrale de grosses planètes gazeuses, type Jupiter pour l'instant, mais on a des spectroscopes haute résolution de dernière génération déjà très sensibles, tels que Espresso. Et pour les planètes rocheuses, sur le VLT, on va avoir donc cet instrument et d'autres instruments, et surtout sur le futur VLT. Et dans l'espace, là, dans l'espace, on a des télescopes précis également, qui ne sont pas gênés par l'atmosphère de la Terre, et notamment pour travailler dans le rayonnement infrarouge, puisque l'atmosphère de la Terre bloque une partie du rayonnement infrarouge. Donc, pour travailler sur le rayonnement infrarouge, notamment qui est important sur les autour des petites étoiles, pour les planètes qui gravitent autour des petites étoiles, type naine rouge, eh bien, ça va être intéressant. Et pour la méthode des transits, on peut compter sur le télescope de la NASA TESS, qui est en fonction et qui a une capacité d'analyse de très grande quantité de planètes en transit en même temps, notamment plutôt pour l'instant des grosses planètes, et pour les planètes telluriques, eh bien, c'est l'Europe avec le système, enfin le télescope Khéops, qui est chargé de caractériser, c'est les initiales, des exoplanètes autour de nous. Et puis les prochaines générations de projets, je les ai déjà cités, mais surtout on compte beaucoup, on n'a pas trop parlé, sur le Webb Telescope, le JWST, James Webb Space Telescope, le Webb Telescope, on va l'appeler, qui doit être mis en service en 2021. Ils prennent leur temps, mais ça vaut le coup parce qu'il ne faut pas se rater. On ne pourra pas aller le dépanner, mais ce Webb Telescope va travailler en lumière optique, en longueur d'onde optique, mais également en infrarouge. Et l'infrarouge, on a vu que ça nous intéresse, puisque toutes nos molécules, nous, elles rayonnent en infrarouge, pour les molécules organiques notamment. Et puis, sur le LT européen, en 2025, même chose, grande capacité. Et puis, il y a aussi un télescope, le Magellan Telescope, Giant Magellan Telescope, qui est également en cours de constitution, un télescope américain. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses prévues pour voir si l'atmosphère des exoplanètes telluriques est propice à l'apparition de la vie. Et puis encore, citons le projet de Ariel de l'ESA pour 2029, pour faire des détections infrarouges d'exoplanètes également. Donc voilà un petit peu la conclusion de ma conférence pour aujourd'hui. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous ai mis sur Proxima du Centaure, là, c'est pas une vraie photo, hein, c'est rassurez-vous, hein, une image d'artiste, mais enfin, en prenant du recul, ça nous permet de voir ce qu'on a pu trouver. Donc voilà pour cette conférence. Donc j'espère que je vous aurai appris plein de choses. Merci Didier. Merci. Ah oui, merci beaucoup, oui. Voilà. Ouais, merci.
Merci. Merci. Nous sommes 36. Comment? Nous sommes 36 maintenant. 36 personnes ont suivi la 36, conférence. Ah oui, 36, oui, 36, je n'avais pas vu, oui. Ouais, bravo. Ouais, il y avait 38, 39 même tout à l'heure, je crois. Ouais. Ah, Oui, 39. jusqu'à 40. Jusqu'à 40. 40 de fièvre? Non, 40 personnes. Voilà. Non, très bien, ça me fait plaisir de vous voir tous et Pourquoi puis on peut trouver l'occasion de communiquer de cette manière quand même, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, vous savez tout sur les Merci, exoplanètes et leur atmosphère, enfin tout. Je n'ai pas de questions sur le chat. Alors, s'il y en a qui ont des questions, c'est peut-être le moment de les poser. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce il existe un enregistrement de cette conférence? Parce que j'ai eu le gros problème de connexion au tout début. Alors, normalement, j'ai lancé l'enregistrement. J'espère que ça a marché parce que je n'avais pas prévu de le faire, pour moi. Je pensais que c'était Lionel qui allait le faire, mais il y a eu un problème. Donc, je vais voir si je l'ai. Qui c'est qui pose la question? Parce que je ne vois pas. Alain Alain Bro, d'accord. Alain Bran. Alain Bro, d'accord. Je vais voir. OK. Merci. Voilà. Bonjour, c'est René Brun, là aussi, je suis arrivé aussi en retard. Qu'est-ce que ça veut dire une étoile BP? Grand B, grand P. Pardon, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas entendu. J'étais pas au début. Qu'est-ce que c'est? Une étoile, vous marquez grand B, grand P. Une étoile, grand B, grand P. Au début? Oui. On va revenir au début, si j'y arrive. Alors. Alors, c'était où? Je ne vois pas grand B, grand P, à quoi ça correspond. Plus loin, alors, plus loin. Bon. Non. Ouais, plus loin. C'est dans les raies d'absorption. Ouais. Les raies d'absorption? Voilà. ABP. Voilà. Gaz chauffé, ABP. Ah oui, basse pression. Basse pression. Pardon. Après, c'était, oui, d'accord, non, mais je me doutais que c'était basse pression, mais Voilà. après, c'était les étoiles. Ben, il y avait aussi des étoiles, étoiles qui avaient une atmosphère basse pression, je suppose. Oui, oui. Enfin, l'étoile, non, l'étoile, elle rayonne comme un corps noir. Donc, c'est l'étoile qui émet le rayonnement, c'est un dispositif en équilibre. Hein. Oui, non, vous reprenez ça plus loin aussi, vous parlez. Ouais. Merci. L'étoile, par définition, elle émet un spectre continu, hein, donc sur toutes les fréquences, hein, qui va de rayonnement radio au rayonnement X gamma, et dont on a vu la courbe tout à l'heure et qui présente un pic de luminosité. Et c'est ce pic de luminosité qui définit un petit peu l'éclairement maximum de l'étoile. Donc vers le blanc, vers le jaune et vers le rouge pour celles qui sont un peu plus froides. Merci. Voilà. Et puis ce pic, il est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, il permet de calculer avec une loi très simple, la loi de Vienne. Hein, on peut calculer la température du pic. C'est le produit de la longueur d'onde par la température, lambda T, égale 2,9 10-3. Donc, si vous prenez cette simple formule, vous divisez 2,9 10-3 par la longueur d'onde et vous avez la température. Merci. Du pic. Voilà. Voilà. Autrement, je ne sais pas s'il y a des questions. C'est un peu complexe. Hein. Il y a des moments parce qu'évidemment, c'est des domaines sur lesquels vous n'êtes peut-être pas tous vraiment familiarisés, mais j'espère que j'ai été suffisamment clair pour que. Est-ce qu'il y aura d'autres conférences, Didier? Oui, Mireille, pardon? Il y aura d'autres conférences? Je ne sais pas, on verra. Moi, je suis toujours disponible, mais. Partant, hein. Il y a une question de la part de Mylène, je viens de voir dans la conversation. Oui. Oui, vous pouvez la réciter. Oui. Sauf que je n'ai pas chaussé les lunettes, une seconde. Oui. Merci, super intéressant. Juste une question. Pourquoi base-t-on toute notre réflexion sur la présence d'eau pour envisager une vie possible? Ah oui, tu en avais parlé tout à l'heure. Et ne peut-on pas envisager une autre forme de vie différente de celle que nous connaissons,
par exemple dans une mer de méthane? Désolée pour cette question un peu candide. Ah ben non. Pas si candide Non, que ça. pas du tout. Mais non, c'est une très bonne question parce que, en fait, je vous ai dit que on est unanime, enfin tout le monde est unanime pour dire que le seul solvant efficace, c'est l'eau pour que des molécules puissent s'agréger. Parce que l'eau, elle a des caractéristiques dipolaires. Enfin, elle est capable d'attirer des molécules, hein, parce qu'elle est plus négative, donc elle va attirer d'autres molécules. Alors que le méthane, par exemple, sur Titan, il y a une mer de méthane, a priori, ou d'éthane. Cette molécule de méthane, elle n'a pas cette capacité. Donc déjà, le méthane ne sait pas naturellement attirer d'autres molécules. Puis en plus de ça, le méthane, il est liquide, mais à condition d'être à moins de 140 degrés centigrades. Hein. Donc on n'a pas du tout la même chimie avec un méthane liquide qu'avec une eau liquide qui, dans les conditions de pression comme on a sur la Terre, en tout cas est liquide et en plus sur une large plage de température. L'eau, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'elle est liquide sur une grande plage de température et que donc, quand sa forme liquide, elle est capable justement de recevoir des molécules différentes qui vont pouvoir donc la complexifier. Elle va s'allier avec du carbonate de calcium, par exemple l'eau. Elle va faire de l'acide carbonique. Et on pourrait citer plein d'exemples comme ça, de l'eau qui s'agrège pour faire des molécules solubles dans l'eau. Et aussi, il y a des molécules qui n'aiment pas l'eau. Et là, c'est intéressant aussi parce que les molécules telles que les graisses, les huiles, refusent le contact avec l'eau. Mais justement, c'est intéressant parce que c'est ce qui va permettre de faire des membranes. Les membranes des cellules, par exemple. La partie de la molécule qui n'aime pas l'eau, elle va se replier sur l'intérieur. Et la partie qui aime l'eau, hydrophile, comme on dit, va être sur l'extérieur de la membrane. Et c'est ça qui va vous permettre de faire des membranes et éventuellement, potentiellement des cellules. Et on sait que les cellules, elles contiennent aussi, en grande majorité, nos cellules, quasiment 70% d'eau. Donc, on ne voit pas trop une vie avec des cellules qui contiendraient du méthane liquide, par exemple. Mais pourquoi pas, hein. Il ne faut rien s'interdire. Enfin, l'eau a vraiment cette propriété d'agrégation de molécules et de meilleurs solvants. Donc, sur Titan, on étudie beaucoup Titan, il va être en tout cas beaucoup étudié dans le futur parce que quand même, à partir du méthane, il peut y avoir des tas de dérivés de molécules organiques qui sont intéressantes. Et par contre, il faudrait qu'elles puissent s'agréger avec de l'eau et il pense qu'il y a de l'eau en sous-sol de Titan dans des poches. Voilà. Il y aurait un hydrothermalisme aussi sur cette planète, donc l'ensemble des deux pourrait peut-être avoir conduit à une vie souterraine moléculaire qui se soit fondée. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sabine? Oui, enfin, c'était la question de Mylène, mais c'est très bien parce que c'est une question que j'aurais pu poser aussi. Moi, je trouve que oui, merci. Il n'y a pas d'autres, enfin, on parle du méthane, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme solvant liquide? Excuse-moi, j'ai la voix… Évidemment, pourquoi pas, il y a l'acide nitrique, un NH3, hein, qui est aussi très présent dans l'atmosphère des planètes, hein, qui se forme naturellement. Parmi les molécules qui se forment le plus naturellement, c'est le méthane, l'acide nitrique et l'eau, finalement, type de molécules. Donc après, il faut qu'il y ait le carbone. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence parce que tout est basé sur le carbone dans la vie. Donc, on a essayé avec le silicium, mais avec le silicium, ça ne marche pas parce que le silicium est moins souple pour former des grosses molécules. Hein. Il a une couche de plus que le carbone et donc, même s'il a 4 liens de valence comme le carbone, il ne sait pas faire des molécules aussi complexes. Donc, en fait, vraiment, ce qui est caractéristique du vivant, c'est, le carbone avec ses caractéristiques d'assemblage en grosses molécules et l'eau avec ses caractéristiques principales d'être bipolaire et donc d'avoir une capacité électrostatique, enfin de capter, d'avoir une énergie électrique, en fait, pour attirer d'autres molécules ou les repousser si elles n'aiment pas. Donc, les pistes sont quand même assez étroites. Une question encore? Oui, Oui, allez-y. Une question, je l'ai entendu. Oui, moi je voudrais rebondir sur cette notion de conditions un peu extrêmes.
dans les conditions extrémophiles qu'on a dans les fonds sous-marins, Oui. est-ce qu'on retrouve des conditions qui ressemblent à quelque chose qui est aquatique, comme on le voit d'une manière générale, ou au contraire, est-ce que les proportions d'acide sulfurique, d'acide bizarroïde l'emportent, et est-ce qu'on peut tirer des conclusions sur d'autres formes que ce solvant purement eau? Bon, alors là, c'est un chapitre que j'aborde assez longuement dans mon cours d'exobiologie, d'ailleurs pour que ça intéresse, le chapitre sur les extrémophiles. Et notamment, les extrémophiles, on les trouve par définition, c'est des bactéries en général, des organismes petits qui vivent dans des milieux extrêmes. Et parmi ces milieux extrêmes, ils sont très divers. Enfin, il y a l'eau et les grandes profondeurs avec des grosses profondeurs. Et puis, il y a les zones auprès des sources hydrothermales qui sont des milieux intéressants parce qu'il y a un gradient de température qui va de, on va dire, de 0 degré à 400 degrés. Et on voit des organismes qui vivent dans ce milieu à des températures extrêmes et qui arrivent à se nourrir à partir du soufre qui est expulsé par ces volcans sous-marins ou des différentes molécules qui sont présentes hydrogénées ou soufrées autour de ça. Donc, en fait, il y a une étude dans l'exobiologie des extrémophiles qui essaye de voir tous les milieux extrêmes, là où on peut trouver des bactéries qui vivent. Donc, c'est aussi bien à 1 kilomètre sous la Terre que dans le lac salé, où la densité de sel est extrêmement importante, ou des atmosphères où il y a surtout beaucoup de méthane, par exemple, avec les méthanogènes, etc. Et des milieux très, très divers, des milieux très soufrés, par exemple. Certaines bactéries, les chimiosynthétiques, par exemple, n'utilisent pas du tout le même métabolisme pour se développer. Elles ont un développement plus lent, mais elles utilisent du soufre et de l'hydrogène, par exemple, à la place de l'eau, le H2S au lieu de l'eau comme élément. Donc, certaines arrivent à se passer d'eau, pourvu qu'elles aient de l'hydrogène, quand même, et du soufre, mais c'est des métabolismes très lents. Enfin, tout ça pour dire que même dans des milieux extrêmes, des milieux sous-marins profonds, on peut trouver de la vie. Aujourd'hui, il y a des bactéries qui vivent, il y a des crabes, même des crabes sous-marins, le crabe yéti, par exemple. On trouve à 1 kilomètre sous la mer de la vie. Donc, les extrémophiles, c'est un gros chapitre, de l'exobiologie, parce que c'est intéressant de fixer des limites du vivant sur Terre pour qu'au moins on puisse utiliser ces limites quand on va rechercher des exoplanètes, quoi. On va dire, si sur cette exoplanète, il y a un taux de sel énorme, peut-être que ça pourra marcher quand même. D'accord. Hein, oui. D'ailleurs, dans le désert d'Atacama, il y a un lac de sel. Et ils ont trouvé à plus de 2 mètres en profondeur des bactéries qui se nourrissent du sel et de l'eau en profondeur, d'humidité. Donc, ça pourrait ressembler à ce qu'on pourrait trouver sur Mars, par exemple, comme surface. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. Ceux que ça intéresse, soit moi je fais mon cours chaque année pour l'instant. En exobiologie, on aborde tous ces chapitres et autrement, ça peut faire l'objet d'une conférence sur comment la vie a pu arriver sur Terre à partir d'un milieu prébiotique, par exemple. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce que les météorites ont apporté à la Terre primitive, etc. Des choses comme ça. Voilà. Immense merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Belle conférence. Merci beaucoup. Merci à tout le Merci, monde c'est très intéressant. de suivre nos conférences. Et On on ira espère au en faire cours. d'autres. Merci Didier. Bonsoir. Super intéressant. Bonsoir à C'est tous. super. Bye bye. Merci. Oui, ça m'a fait plaisir de Et partager. on espère qu'un jour, on va se revoir sur place. J'allais le dire, parce que vraiment, j'en peux plus, là. J'ai envie de vous toucher, là. Dans les bras, là. Ah là là, oui. Ça va bien finir par revenir quand même. On va pas. Ouais, ça finira bien. Quand on va être tous vaccinés, ça ira, j'espère. On croise les doigts. Voilà, bon week-end. Allez, bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Et on verra pour une prochaine conférence. Ouais. D'accord. Merci, Didier. Merci encore. Merci. Bonsoir et merci. À bientôt. Marie. À bientôt sur une autre chaîne. Non, sur la même chaîne, pardon. Sur la même. Voilà, on essaye de garder encore Zoom un peu.
Donc, on ne peut pas rouvrir. Ben, si, je ne sais pas si on a des projets de conférence. Ou alors autrement, il faudra le rouvrir au coup par coup, quoi. Oui, on va. Oui, on verra. On verra. Si on ouvre par coup, je reconduis là, mois par mois. Oui, parce que bon, c'est pas trop onéreux quand même. Hein. Non, non, ça va. Ça va, on peut faire. Hein. Voilà, si ça convient à tout le monde, c'est bien. Ok, ça a l'air, puisqu'on était quand même à peu près le même nombre Oui, que puis ça marche bien quand même, Zoom. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui, ça marche très bien. Oui. Je pense que tout le monde a bien entendu, j'espère. Oui, oui. Zoom marche bien. Les utilisateurs ne sont pas toujours compétents. Elle le permet. Mais ça apprend progressivement. Oui, mais exactement, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça que ça marche. Ok. Bon, ben, on va Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Voilà, on vous tient au courant de la suite. On vous tiendra au courant, bien sûr. Bonne soirée et à une prochaine conférence. Attends, accroche pas. Hein? Attends, Didier, oui. je viens de me rendre compte que c'est Mylène qui posait la question, mais en fait, Mylène n'est pas Mylène. Mylène est avec eux. C'est moi, Mylène. C'est Mylène et Alain. Ah ouais. C'est Mylène Cora, tu vois, écrit. Voilà. Bon, ben, oui, ok. Voilà, c'est tout. Hein, non, c'est des... La réponse est arrivée quand même. La réponse est arrivée quand même. Hein. Ah oui, c'est ça. J'espère. Voilà. Ok. Bon, je vais interrompre, je vais arrêter là. Hein. Allez, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Merci. Voilà, on récupère encore. Ça va, Marie? Oui, ça va, mais j'arrive pas à tchatcher. Ah oui? Ah. Ouais, il y a des trucs. Sur quoi? Il faut appuyer sur converser, je crois. Il faut appuyer sur plus. Converser en bas. Comme... Eh ben, j'ai pas. Converser, la petite icône du bas. Eh ben, j'ai pas. Ah, bon, c'est pas. Il y a un petit micro en bas à gauche. Discussion. Alors, je remets, hein. Parce que j'essaie depuis Non, tout à il y l'heure. a discussion. Suivant les versions, c'est pas la même chose. Ah, voilà. Ouais. Parce que, non, franchement, il faudra montrer parce que je suis comme très embêtée. Hein? Bon, ben, on se voit pour la rando, on en reparle. Oui. Hein? Bisous à tous. Bisous, bisous. Quel rando, Marie-France? J'ai envoyé un message hier. Ah bon, d'accord. J'ai plus rien à l'écran, mais ça fait rien, je peux vous parler. Je sais pas comment je peux faire. Jean-Luc, vous avez reçu mon message? Oui. Je vais répondre. Non, mais moi j'ai eu des problèmes d'ordinateur, mais c'est réglé, donc j'aurai le message tout à l'heure. D'accord. Mais bisous à tous et puis merci Didier, hein, c'était formidable. Bisous. Allez, c'est très bien. Je mets fin à la réunion. Hein. Allez. À bientôt.